Et c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission d'analyse des faits majeurs de l'actualité nationale sur la télévision Burkina History. L'entretien exclusif reçoit aujourd'hui pour vous M. Haruna Diko. Il est le président du mouvement des intellectuels pour le développement du Burkina Faso, MID. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux pour parler justement des faits d'actualité nationale. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur le Président du MID, le MID existe depuis 2016, pour être plus précis, le 24 avril 2016. On nous a vu aux avant-postes pour dénoncer quand la gestion du gouvernement allait mal, mais depuis un certain temps, le MID brille par son absence et ça dit que tout va bien. Alors, il faut dire que le MID n'est pas silencieux. Le MID travaille dans l'homme, mais le MID est un peu plus absent sur les plateaux, sur les médias. Naturellement, parce que nous comme on a l'habitude de le faire, nous avons une position ferme, une position révolutionnaire sur tout ce que nous faisons. Ce qui fait que quand nous sortons, c'est pour une situation vraiment critique. On veut vraiment que qu'on apporte une solution à la situation. Une position révolutionnaire, c'est-à-dire que vous êtes en phase avec donc, les tenants du pouvoir actuel, quand on voit un peu le profil de M. Kélem de Tambela, le Premier ministre, qui a quand même ce profil-là également de révolutionnaire. Bon, pour le moment, c'est trop tôt pour le confirmer, donc on attend de voir. Sinon, selon nous, nous, les catégoriques, il faut une vision révolutionnaire pour pouvoir soigner les maux que connaît notre pays actuellement. Parce que tellement tous les domaines ont été tellement touchés qu'il faut vraiment taper fort pour pouvoir ramener toujours l'ordre. On a toujours été ferme là-dessus, mais tant qu'effectivement il n'y aura pas cette pression révolutionnaire, on ne pourra pas avoir une solution à nos problèmes que nous connaissons actuellement. Alors, comme on l'a dit dès l'entame, avec vous, nous allons donc essayer de décrypter les faits majeurs de l'actualité nationale. Et en ce sens-là, on ne peut pas occulter la déclaration de politique générale prononcée donc par le Premier ministre, M. Kélem de Tambela. C'est le volet justement réconciliation nationale, la question de cohésion qui a fait débat, parce que beaucoup ont estimé qu'il a mis donc en berne la question de réconciliation dans sa déclaration de politique générale. Est-ce que ça vous a gêné au niveau donc, du mythe, le fait que le Premier ministre occulte cet élément? Oui, mais il faut dire qu'effectivement, quand on parle de crise, nous sommes dans une période de crise et il faut naturellement parler de réconciliation, ça part ensemble. C'est dans la réconciliation qu'on peut apporter une solution à une crise. Donc naturellement, s'il a omis ça, je juge qu'effectivement, c'est un peu grave pour lui d'oublier un fait majeur parce que la réconciliation actuellement est au centre de nos préoccupations. On suppose qu'il y a crise parce qu'il y a des frustrations quelque part, d'autres personnes ne sont pas satisfaites ou sont touchées par, ils sont brimées par d'autres. Donc, je suppose que c'est dans ce contexte, effectivement, qu'est née l'insécurité. Donc, naturellement, si c'est dans ce contexte, il faut forcément qu'il y ait réconciliation pour apaiser le cœur, afin que maintenant, chaque partie puisse déposer les armes. Donc, naturellement, ça part ensemble. Le Premier ministre a occulté un ministère clé, parce qu'il n'y a pas de ministère actuellement en charge de... Oui, mais à ce niveau-là, c'est pas parce qu'il n'a pas créé un ministère sur la réconciliation que il a pas peut-être qu'il a attribué ça à un autre, c'est pas. Peut-être qu'il a attribué ça à un autre ministère. Sinon, côté réconciliation, c'est obligatoire. Dans notre contexte actuel, sans réconciliation, c'est difficile pour nous de trouver une solution à notre problème actuel. Dans votre développement, on est porté à penser que la crise sécuritaire dont on vit au Burkina Faso a sa source dans les questions de cohésion, de réponse. Bien sûr, on a toujours dit, d'abord, la principale source, c'est la pauvreté. Et la mauvaise répartition des ressources de notre nation. On a toujours dit... Le terrorisme a sa source au niveau de la pauvreté et la mauvaise répartition des ressources de notre nation. Vous et moi, vous convenez qu'entre un Burkinabé, si un Burkinabé arrive à prendre une arme contre un autre Burkinabé, c'est quelque part, soit il y a eu une frustration, soit il juge que l'autre le brime, il juge que l'autre vraiment lui fait la force. Donc, s'il a l'occasion de se défendre, de se venger, il va le faire.
Donc, parce que moi j'ai toujours dit que un Burkinabé qui est assis, qui a bien mangé et qui rote, et puis on lui dit, quand il arme pour prendre ça pour tuer un autre Burkinabé, il va te faire foutre. Ah, mais si un Burkinabé arrive à prendre une arme contre un autre Burkinabé, c'est que quelque part, la situation est critique et qu'il en veut à l'autre. De nos jours, souvent, effectivement, moi j'ai toujours dit que il faut, tant qu'il n'y a pas une clarté dans la répartition de nos ressources, la crise va toujours perdurer. Alors, Président, on va rester au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les organes sont tous mis en place et ce qui est perceptible au niveau de l'Assemblée, c'est l'absence de la jeunesse et surtout des femmes. Comme on vous est tellement regardant sur ces questions-là, est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire là-dessus? Nous, on a toujours dit il faut qu'il y ait un équilibre socio-économique au Burkina Faso pour que les choses puissent aller. C'est là que nous on a toujours dit que tant qu'on ne prend pas cet aspect en compte, le quota jeune, dans toutes les instances de direction, ça va être difficile. Puisque la jeunesse est la majorité de la population. Si la majorité de la population est exclue des instances de décision, elle ne peut pas avoir de paix. Les jeunes, effectivement, c'est la majorité. C'est la majorité. Une population qui est majoritairement jeune. Les jeunes sont politiquement prêts à l'heure actuelle. Bien sûr. Nous travaillons, c'est pour ça que nous avons concentré notre parti politique sur la jeunesse. Parce qu'on a préparé, nous trouvons maintenant que les jeunesses ont compris. La jeunesse a compris effectivement qu'il faut se lever, il faut s'impliquer dans la politique pour pouvoir apporter une solution au problème du Burkina Faso. Mais sinon, tant qu'on occulte, tant qu'on met à côté la majorité, il ne peut pas avoir stabilité. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut forcément inverser la tendance. Ramener la jeunesse au pouvoir, et puis prendre les doyens comme les conseillers de premier rang. Comme ça, vous allez voir que la majorité maintenant sera un peu à l'aise. Et puis nous sommes en Afrique. Un jeune ne peut pas être à l'aise et puis laisser mourir ses parents. Voilà. Donc du coup, tout le monde gagne sa part. Donc en ce moment, on aura la paix. Alors l'idée selon laquelle il faut mettre de côté l'ancienne classe politique est une vue de l'esprit. Oui, mais c'est une obligation. Tant qu'on ne le fait pas, on n'aura jamais une nouvelle politique au Burkina Faso. Parce que l'ancienne politique, nous a toujours dit que ce n'était pas une politique, ça. La politique que nous connaissons depuis que nous sommes nés, nous connaissons au Burkina Faso, ce n'est pas une bonne politique. Donc c'est pour cela que nous, le mythe, on a dit, on vient avec une nouvelle politique qui est fondée sur la clairvoyance, sur la vérité. Sinon, si vous interrogez ces citoyens lambda, prenez 10 personnes, vous les interrogez, ils vont dire que la politique c'est n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est la gabegie, c'est tout. Alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toute la société qui est gangrénée finalement? Est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès aux politiques, aux anciens hommes politiques? Non, mais si vous éduquez une population, vous lui faites comprendre que la politique égale à l'argent, donc à un moment donné, cette politique, maintenant la population actuelle ne vote plus les gens, ils votent l'argent. Donc, tant que tu votes l'argent, tu ne peux pas avoir un bon dirigeant pour ton pays. Parce que généralement, celui qui a l'argent, ce n'est pas forcément celui qui est opérationnel, celui qui est compétent, celui qui compatit à ta douleur. Parce que c'est 5 ans, un mandat de 5 ans. Il faut avoir quelqu'un qui compatit, quelqu'un qui est compétent et qui est solidaire pour que, dans les 5 années à venir, vous puissiez vous accompagner. Mais si vous prenez, vous votez celui qui a l'argent, il vous donne l'argent et puis vous le votez. Mais il a dit que le contrat est terminé. Vous avez voté, vous avez vendu votre voix, lui l'a acheté, le contrat est terminé. Donc les 5 années, il n'a pas affaire à vous. Il fait ce qu'il veut. En termes de refondation, il y a quand même du boulot. Il y a un profond malaise qu'il faut, la refondation, il faut le faire. C'est pour cela que nous disons, il faut le faire d'une manière révolutionnaire. Parce que avec la simplicité, ça ne peut pas se faire. Ben, il faut un gouvernement révolutionnaire. Il faut un gouvernement révolutionnaire, il faut dire qu'il faut une justice révolutionnaire. Pour moi, il faut forcément même mettre à côté la Constitution et puis mettre en place un régime révolutionnaire pour pouvoir amener toutes les choses, pour pouvoir corriger un peu le mot du Burkina Faso avant maintenant de remettre, ou de rétablir la Constitution pour qu'il y ait une bonne démocratie. Sinon, actuellement, nous n'avons pas de démocratie au Burkina Faso. Le Burkina souffre de démocratie.
Il n'y a pas de démocratie. Puisque la majorité des personnes qui votent, mais ils s'en foutent de qui tu es comme candidat. D'où tu viens, ce que tu fais, ils s'en foutent. Il faut juste avoir l'argent pour les distribuer. Tu les distribues, ils te votent. Mais à ce moment, vous pouvez parler de démocratie? C'est pas une démocratie, ça. Et puis, pire que ça, regardez quand on aura les élections, sur une population de 20 millions ou 22 millions, c'est juste 1 million qui vote un chef d'État. Qu'est-ce que c'est pas un président démocratique? Puisqu'il n'y a même pas la moitié même qui a voté le président. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faut corriger fondamentalement. Il faut vraiment imposer. Tant qu'il n'y a pas la majorité de la population qui vote le président, c'est pas valable, n'est pas démocratique. Alors, vous parlez de vote, on va y rester pour s'intéresser cette fois-ci à cette sortie médiatique de la CODEL qui a brandi un certain nombre donc, de recommandations concernant donc les scrutins à venir. La CODEL qui parle de réforme électorale, qui suggère à ce qu'on aille au suffrage universel direct pour ce qui est donc de l'élection des maires, des présidents de collectivités territoriales. Quelle analyse vous en faites? Bon, il faut d'abord dire que le contexte n'est pas approprié pour parler d'élection. Actuellement, nous ne maîtrisons qu'un tiers de notre pays. Déjà, même parler d'élection, quelque part, c'est pas vraiment approprié. C'est pas précipité. Mais néanmoins, quand même, je peux répondre quand même pour dire que c'est la bonne formule. Hein. Moi, je partage parfaitement la position de la CODEL, qu'il faut que le maire soit connu d'avance. Voilà, quand les gens choisissent, ils savent que c'est telle personne qu'ils ont choisi. Parce que tu peux choisir un parti, être d'accord pour un parti, mais être contre un individu. Voilà, donc logiquement, ça, je suis parfaitement d'accord. Universel direct pour ce qui est de l'élection des maires et des présidents de collectivités territoriales. C'est ça. Alors, autre fait d'actualité, c'est toujours la mise à l'écart donc des politiques pour ce qui est des activités majeures. Beaucoup s'en plaignent. On estime que les politiques ont été brimés donc, pour cette période de transition. Est-ce que c'est la même lecture que vous en faites au niveau du ministère? On en a toujours dit. On en a toujours dit. C'est les politiciens qui connaissent la population. Alors que quand on met un gouvernement, c'est pour gouverner la population. Ceux qui connaissent la population n'est pas pris en compte dans la gestion du gouvernement. Ça peut pas marcher. Est-ce que le contexte aussi ne commande pas ça? Parce que vous avez tantôt parlé de mise à l'écart donc de la Constitution pour arriver à un certain nombre de réformes. Est-ce que le contexte de la transition aussi ne commande pas à ce que les politiques se mettent à un moment donné si c'était tel le cas, on serait parfaitement d'accord. Si on nous fait comprendre que c'est un gouvernement révolutionnaire, on est venu pour vraiment taper fort, ramener l'ordre au Burkina Faso, mais ça on ne peut pas être contre. Là, je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais tant que ce n'est pas le cas, il faut impliquer tout le monde. Parce on parlait de réconciliation tout à l'heure. Quand on parle de réconciliation, il faut associer tout le monde. Tout le monde n'est pas pris encore. On ne peut pas parler de... On a moins de 3 minutes pour finir cet entretien, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à cette question de front social contre justement la France. On a vu les jeunes manifester et aller jusqu'à presque saccager l'ambassade de France au Burkina et les autorités françaises se sont offusquées du fait de savoir qu'il n'y a pas eu une réaction prompte au niveau donc, des autorités de Burkina Faso, car ils l'ont dit dans leur déclaration, il faut que cette sécurisation des enclaves diplomatiques incombe à l'autorité de Burkina Faso. Quel commentaire vous en faites? Est-ce que vous comprenez déjà ces montées de haine à l'endroit donc de la politique française en Afrique? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut comprendre un peu la population, les uns et les autres. Parce que souvent, quand tu parles d'une manière délibérée, quand tu prends, c'est difficile de comprendre qu'une puissance comme la France, qui a une base militaire au Burkina Faso, puisse être présente et que ces terroristes-là, qui n'ont aucune formation, qui sont juste des jeunes égarés, qui puissent avoir cette force pour pouvoir traumatiser toute une nation. Donc, pour nous, avec tous les équipements possibles. C'est un sentiment qui se comprend. Voilà, c'est un combat qui se comprend aisément. Moi, j'ai toujours dit que si la France veut confirmer effectivement qu'ils sont là pour nous protéger, ils mettent les moyens et puis qu'ils ramènent l'autre. Là, on sent qu'effectivement, on a une puissance avec nous dans le territoire national. Maintenant, bon, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que quand il fait une analyse terre à terre, c'est ça. Donc, c'est difficile de comprendre qu'une puissance est avec vous et que des individus qui ne sont pas aussi puissants que ça vous traumatisent. C'est ça qui fait mal.
Maintenant, mais par contre, par rapport à la sécurisation effectivement des structures diplomatiques, ça appartient au Burkina Faso. Ça revient aux forces de l'ordre de prendre les dispositions pour sécuriser les structures diplomatiques. Pour terminer, vu qu'on parle de la France, on va y rester pour s'intéresser cette fois-ci au Mali qui met fin donc aux activités de toutes les organisations non gouvernementales, ONG financées par la France. Un commentaire? Bon, il faut dire certains ont estimé que le Mali en fait trop, d'autres ont compris, se sont dit que le Mali est sur la bonne voie. Bon, moi je pense que s'il n'y a pas autre quelque chose qui se cache derrière effectivement l'action de ces structures, des organisations non gouvernementales, il n'y a pas lieu de suspendre les activités. Ici, c'est humanitaire. Ils sont là, le but humanitaire, ils apportent un soutien à la population. Si ça se limite à ça, il n'y a pas de lieu que le Mali suspend effectivement les activités de ces organisations. Mais par contre, je suppose que peut-être qu'ils ont donné raison. S'il n'y a pas d'autres raisons, en tout cas selon moi, s'il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas lieu de suspendre. Mais maintenant, s'il y a d'autres raisons, seulement s'ils sont arrivés là, peut-être qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont vu effectivement que peut-être ces organisations locales dépassent leur domaine d'intervention et font autre chose qui ne plaise pas aux autorités, si c'est le cas, il n'y a pas lieu de suspendre. Il faut juste rappeler que en tout cas, cette suspension vient en réponse à la suspension également des fonds de développement envers donc, le Mali. Le Mali qui a toujours suspecté aussi ces organisations d'être ces bras financiers du terrorisme aussi. Voilà, c'est comme on dit, on suppose que toute chose a une raison. Donc il faut être à leur place pour mieux comprendre le fond du problème, pour pouvoir apprécier. Donc nous, étant un peu de loin, on peut que faire des supposés choses, du moins commentaires, voilà, sur la situation. Monsieur Haruna Kindow, merci pour ces analyses par rapport à ces faits d'actualité nationale et internationale. Merci à vous d'avoir pensé au MID, Mouvement des intellectuels pour le développement. Je rappelle que c'était à l'instant Haruna Kindow, le président du Mouvement des intellectuels pour le développement MID. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de réalisation et à très vite avec une nouvelle invitation.